Pour cet épisode, nous trois, on veut vous parler des conditions de l'évasion, de comment sortir des enfermements, en d'autres termes, comment pouvoir oser. Tu crois qu'on peut sortir? Il n'y a plus de danger. Faut regarder, faut faire attention. Ouf, on a réussi à s'échapper, à pousser la porte. Dans les situations comme ça où il y a des grands dangers, comme les maltraitances, les guerres, les épidémies, des événements effrayants, et bien là, on est obligé de se cacher et de se mettre à l'abri. Oui, dans ce cas, c'est bien d'avoir quelqu'un à ses côtés qui comprenne dans quel danger on a été. Parce que là, bien sûr, c'est violent, c'est une image. Mais moi, dans la vraie vie, j'ai été bien content que tu sois là, qu'il y ait quelqu'un à côté de moi qui comprenne de quoi j'avais eu peur autrefois et de quoi j'avais encore peur au début quand je suis venu te voir. Des empêchements, il y en a eu en cascade. Moi, j'avais peur, je m'empêchais, j'avançais pas. Et pour mes parents et mes ancêtres, c'était pareil. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils savent pousser les portes. Et il y en a d'autres, ils savent pas, ils peuvent pas. Moi, je me souviens que tu m'avais raconté une histoire de Kafka où il était question de pousser des portes. Oui, c'est Philippe Préfabert qui raconte cette histoire. Eh bien, il va nous la raconter. C'est l'histoire d'un homme de la campagne qui arrive dans une ville où il y a un gardien qui surveille une porte ouverte. Et l'homme demande à franchir la porte et à ce moment-là, le gardien dit que ce n'est pas possible, mais qu'un jour, ça le sera. Alors l'homme s'assoit et attend, et régulièrement il demande au gardien la permission, l'autorisation de franchir la porte. Les années passent. Sentant sa mort venir, il demande une dernière fois au gardien la possibilité de franchir la porte. Alors le gardien lui dit, cette porte était destinée, et il ferme la porte. Cette histoire est terrible. Cet homme aurait pu franchir cette porte et il n'a pas osé. Pourquoi certaines personnes n'osent pas franchir les portes? C'est vrai que des fois, il y a des situations pas si compliquées où on a l'impression qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que les gens se libèrent de leurs entraves. Mais dans d'autres situations, c'est beaucoup plus difficile et on va demander à Pierre Aulagnier de nous en parler. Certains patients donnent l'impression qu'à l'arrière de la forteresse se tapit un petit personnage séparé du geôlier dont il respecte les ordres, en attendant de trouver à l'extérieur un complice qui les aidera à s'évader. Il y en a d'autres qui sont dans la détresse, dans le dramatique silence d'un sujet condamné à rester sa vie durant son propre geôlier. C'est terrible. Pourquoi on se laisse paralyser par son geôlier? Je crois, Clément, qu'il y a 3 raisons principales. La peur de la violence psychique, physique, la peur des représailles. Les faits divers, c'est pas que dans les journaux. Il y a des meurtres de femmes, d'hommes, d'enfants, et on peut comprendre que les gens soient dans la peur, voire même dans la terreur. Une autre des explications, c'est, je crois, la honte. La honte, c'est une arme redoutablement efficace pour faire perdre la confiance en soi. Et la personne à qui on a fait honte, ça la met dans la sidération, ça l'assigne à résidence et il ne peut plus bouger. C'est un mécanisme fréquent, alors évidemment avec des variations selon les cas. Et la 3e raison, c'est le sentiment qu'il faudrait protéger son geôlier et voire même l'héberger à l'intérieur de soi. Tu sais, il existe des parents qui, à leur insu, ont besoin de mettre leur enfant en cage.
Et d'ailleurs, Philippe Réfabert en parle très bien. Je vous propose d'écouter Kafka à nouveau. Il a une image très heureuse pour parler de ça. Une cage allait à la recherche d'un oiseau. Pour moi, il parle de ces mères dévorées d'inquiétude qui attendent que leur enfant leur assure de l'amour inconditionnel qu'elle ne leur donne pas. Comme si cet enfant devait proclamer à la mère que la cage était un nid douillet, alors que c'est une cage dont on ne peut pas s'envoler, qu'on ne peut pas quitter. Certains de ses parents ont subi enfant un meurtre d'âme, avec du danger, de la trahison et des agresseurs qui ont fait comme si de rien n'était. Le crime subi par ces enfants a été caché, occulte. Alors, ces enfants-là, devenus adultes, peuvent être amenés à demander à leurs propres enfants d'être complices du secret de ce crime. Aujourd'hui, négationniste du crime dont il a été victime, le parent ne saurait permettre à son fils ou à sa fille d'entrouvrir la petite porte de la chambre virtuelle où repose, endormi et meurtri, l'enfant qu'il a été. Oui, moi je crois que mon père, il a été un peu dans cette situation-là, où il a fallu se taire sur la violence du grand-père, qui certes était un héros de la guerre, mais qui était violent et castrateur. Ouais, mais Zoé, ces manques de liberté, d'oppression, ça existe aussi dans la société. Tu sais, je viens de lire un livre de James Baldwin, Chassé de la lumière. Il a écrit ce livre dans les années 70. James Baldwin raconte l'enfermement qu'ont subi les Noirs américains, descendants d'esclaves, face à une violence extrême, des dangers de mort. Bon, un peu comme on a vu récemment là, le meurtre de George Floyd ou les tragédies que on peut voir même ici en France. Bah oui, volontiers, on peut l'inviter, James Baldwin. Politiquement, la peur et la honte sont des armes. Oui, les Blancs ont tout fait pour que les Noirs aient honte de la couleur de leur peau et de même en général. Les Noirs sont clairvoyants et lucides. Ils ont appris à éviter les colères inutiles et les morts vaines. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée et qui m'a fait comprendre tout cela. Alors, j'étais partie dans un périple dans le sud des États-Unis dans les années 50. Je me retrouve devant un restaurant et là, tout d'un coup, quelqu'un m'hurle dessus pour m'indiquer une porte pour un coin qui était réservé aux Noirs. Je me suis retrouvée dans une sorte d'alcôve minuscule derrière un grillage. Alors, un autre Noir est arrivé, il est venu s'asseoir à côté de moi et a commencé à manger comme si c'était normal. Alors que moi, j'avais l'estomac, mais comme une balle de caoutchouc, et que j'étais plein de colère et de peur. Je regardais l'homme qui mangeait à côté de moi, et je le contemplais avec admiration et respect. S'il pouvait faire cela, alors les autres, ceux qui étaient de l'autre côté du grillage, ils avaient raison d'avoir peur. Car s'ils pouvaient faire cela, ils pouvaient faire n'importe quoi, et le jour où ils franchiraient le grillage, rien ne l'arrêterait. Cette histoire est très forte, M. Baldwin. Vous transformez une soumission apparente en une sacrée leçon de résistance pleine de courage et de promesses pour sortir de cette terrible oppression. C'est très éclairant d'un point de vue politique, mais pas que. C'est aussi très éclairant d'un point de vue psychique. Moi, je crois que c'est très important de faire comme vous, James Baldwin, de regarder avec respect et bienveillance les stratégies de survie qu'avaient nos patients autrefois. Et comme ça va nous aider à imaginer à l'avenir comment ils pourront pousser leur propre grillage pour réfléchir aux conditions de l'évasion, pour trouver
les moyens de pousser les murs, les portes, les grillages, on va redemander son avis à Philippe Réfabère. Je crois que je dois dire que je considère la cure psychanalytique sous l'angle du témoignage. La détresse de l'enfant qui a subi un meurtre d'âme, un trauma, est liée à l'absence, à l'escamotage du témoin. Alors, d'abord, à l'intérieur de lui, parce qu'on a disqualifié ses sensations, et à l'extérieur, car personne n'était là pour dire ce qui s'est passé. On peut dire qu'en son temps, l'enfant s'était inventé une économie de survie. En lui, le choix avait été de ne pas faire de choix. Et aujourd'hui, s'il veut sortir de ses enfermements, il lui faudrait renoncer à ces mesures conservatoires. Mais abandonner une telle position retranchée apparaît comme un danger mortel. Seul celui qui a traversé une telle passe sait combien il est douloureux de larguer une image bricolée en catastrophe et d'attaquer soi-même le bastion qu'on s'est construit. Et la lutte fait rage entre celui qui voudrait se réveiller et celui qui voudrait continuer à rester immobile, fidèle à ce qu'il donnait à voir. Oui, pour sortir des enfermements, on a besoin d'un témoin, comme le disait Philippe Réfabère. Quelqu'un qui puisse mettre des outils, alors des pinces pour couper les grillages, ou des scies, ou des limes pour limer des barreaux, qui puisse mettre en œuvre son empathie, son ressenti, sa clairvoyance au service de celui qui est enfermé. Si je comprends bien, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver des alliés. Et alors, peut-être, comme tu le dis, à ce moment-là, l'avenir peut se déployer. Et comme tu le dirais, Zoé, eh ben peut-être que là, pouvoir oser devient possible. Bon, et bien voilà, cet épisode-là, il est à la fois très universel et aussi pas mal d'actualité. Merci à tous ceux qui sont venus nous aider. N'oubliez pas de nous suivre sur le site du collectif Outils du Soin, outildussoin au pluriel.fr, ou sur YouTube, Zoé Psychanalyse et Marionnette, épisode 30, là c'est le 30 déjà. Bon, à bientôt, au revoir.